Bien. Nous allons résoudre une question concernant la construction d'un diagramme de séquence pour expliquer un cas d'utilisation. Notre cas d'utilisation, c'est la réservation d'un vol. Alors l'objectif de ce TP, c'est de pouvoir répondre à un besoin de création de diagramme de séquence pour un cas d'utilisation qui a été explicitement détaillé et de pouvoir utiliser un logiciel pour la création de diagrammes de séquences UML. Alors nous allons utiliser ce logiciel-là qui est AMC SAP Power Designer. Pour les anciennes versions, c'est AMC Designer, et ainsi de suite. On va créer un modèle, un nouveau modèle. Alors pour créer un diagramme de séquence, vous choisissez type de modèle, vous allez sur modèle orienté objet, et vous avez d'autres diagrammes qu'on va voir peut-être, le diagramme de cas d'utilisation, puis le diagramme de séquence. Je vais le nommer. Je fais diagramme séquence c'est quoi l'étude de cas, on avait dit? C'est réservation vol. Diagramme de séquence, réservation vol. Là, il vous dit pour quel langage et ainsi de suite. Et je fais OK. Je vais fermer mon espace de travail. Là, il me donne un scénario qui prend le même nom, que je peux toujours modifier si je veux, ici. Alors, je vais agrandir ce scénario-là. Voilà. Alors, chaque diagramme de séquence doit avoir un titre qui représente généralement un cas d'utilisation, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut expliquer autre chose. Et je vais agrandir tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme acteur? J'ai le client, l'acteur client et l'acteur système de réservation. Alors, je reviens et je vais faire vue et je vais afficher ma boîte à outils. Je clique sur vue, boîte à outils et là, j'ai l'ensemble des outils qui peuvent m'aider à créer un diagramme de séquence plus autre chose. Alors, pour moi, j'ai besoin d'un acteur. Je cherche acteur ici et je le mets là. Voilà mon acteur. Il faut savoir que dans un diagramme de séquence, il y a l'acteur et là, c'est la ligne de vie de l'acteur. Sachant qu'un diagramme de séquence, ça se déroule dans le temps, d'une façon progressive dans le temps, du haut au bas, et il est basé sur des messages. D'accord. Alors cet acteur-là, je vais le nommer client, ici. Alors je mets deux points, c'est une norme. Je mets deux points client, voilà, voilà, et j'ai mon client. Alors celui-là, je peux l'agrandir, comme je peux faire propriété, non, mais chez propriété, comme je peux faire format, où est-ce qu'il est? Format, et je vais aller sur police, et sur le nom, ici, sur nom, je vais agrandir l'écriture. Là, il agrandit l'écriture ici. Je veux qu'il soit souligné, j'applique, il est souligné. Je veux qu'il soit gras, j'applique, il est gras. Et j'ai mon premier acteur ici. Après, je vais voir le système réservation vol. Système de réservation, ça me suffit. Je vais le copier.
Je vais aller ici. Par contre, je ne vais pas créer un acteur sous format d'un bonhomme, mais pour dire que c'est le système, pour le spécifier, hop, je mets un objet que je vais nommer ici système de réservation et je vais appliquer. Et là, regardez, ce que j'ai fait sur cet acteur-là, je vais lui dire récupérer le format. Vous voyez? Récupérer le format. Et ici, je vais lui dire appliquer le format. Et là, il me donne toutes les choses que j'avais changées sur les polices et ainsi de suite. Alors celui-là, je vais le déplacer un peu, il ne faut pas que ça dépasse ma petite page. D'accord? Et je vais commencer à travailler. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Le client se connecte à son compte sur le site web de la compagnie aérienne. Ça veut dire que ici, moi, je vais prendre que cette phrase-là pour la mettre sur le message. Se connecte. Et je vais créer un message simple ici. Hop. Et je le mets de là à là. Et je double-clique et je mets ma phrase se connecter. Je fais appliquer. Là, j'ai créé mon premier message. Je vais faire touche droite et je vais faire format. Là aussi sur police. C'est un peu bizarre. Je vais faire ici format. Voilà. Et je fais police et je vais faire une taille de 12 sur la source, ça donne rien. Sur le centre, je le mets à 12. Voilà, se connecter. Ça marche? Se connecter, qu'est-ce qu'ils disent ici? Le système de réservation affiche la page d'accueil du client avec plusieurs options, y compris réserver le vol. Pour moi, le système, il ne fait que ça. Je vais prendre cette partie-là et la mettre dans le message. Ça veut dire affiche la page d'accueil client. Et je reviens ici et je vais mettre un message de retour, celui-là, et je le mets comme ça. Après, je double-clique et j'affiche ce message-là. Voilà. Et je vais prendre touche droite. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, il y a un problème. Touche droite, récupérer le format. Et ici, touche droite, appliquer le format. Bon, il n'a pas mis les tirets, mais c'est pas très grave. Après, je vais me mettre ici, et je vais lui donner un numéro, ici, numéro d'ordre. Là, il va me donner 1. Et ici, c'est juste pour une meilleure lecture, je vais mettre 2. Et j'applique. Après, qu'est-ce qui reste? Après, le client sélectionne réserver le vol et commence la procédure du vol. Alors, ici, sélectionne réserver vol. Et il l'envoie à mon système. C'est bizarre, il a repris là le truc. C'est pas grave, je le prends et je le mets ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne réserver vol et je lui donne le numéro 3 et je vais appliquer un truc. Je vais sélectionner celui-là, il vaut mieux, et je fais récupérer le format et ici je fais appliquer le format. Ça, c'est juste des petites astuces de Power Designer pour que vous puissiez travailler correctement et rapidement. D'accord? Après, qu'est-ce qu'ils disent? Si il sélectionne le vol, commence la procédure, le système de réservation affiche une liste de vols disponibles avec les détails tels que la destination, la date et l'heure. Moi, ce que j'ai besoin de cette partie-là, affiche la liste des vols disponibles. C'est ça ce que je mettrai dans mon message. Je fais CTRL-C, je reviens sur Power AMC et je sélectionne un message de retour ici
et je le mets là. Après, je mettrai ça. On est à quel numéro? 4. Je fais appliquer, OK, et je prends ici, récupérer le format. Alors pour la récupération du format et ainsi de suite, vous pouvez toujours la laisser à la fin et la faire pour l'ensemble des messages. Mais moi, je répète pour que vous puissiez mémoriser ce que je suis en train de faire. Après, je vais, qu'est-ce que j'ai? Le client sélectionne un vol spécifique pour la réservation. Sélectionne un vol spécifique. Sélectionne un vol spécifique. Le système de réservation vérifie la disponibilité. Et de sélectionner un vol, c'est un envoi de données. Je vais prendre un message ici et je le mettrai là. Et je vais le mettre comme ça, sélectionner le vol. Et là, c'est la valeur 5. C'est mon 5e message. Comme j'ai l'habitude de le faire, je récupère le format et j'applique le format. Bien, je continue. Mon diagramme de séquence, vous remarquez qu'il est en train de se construire. Après, le système de réservation vérifie la disponibilité de vol et affiche les options des sièges disponibles. Ça veut dire que ici, j'ai 2 messages. Un, c'est la vérification du vol qui se fait en interne dans le système. Il faudrait que je puisse la représenter dans un diagramme de séquence. Et puis, afficher, c'est l'envoi du message qui sera envoyé du système vers le client. Là, j'ai deux messages. Alors, le premier, il est réflexif. Vérifier la disponibilité du vol. Regardez, je vais le prendre comme ça. Si vous êtes paresseux comme moi je fais des... Et je prends un message réflexif ici, vous voyez, qui fait un travail au niveau du système de réservation. Je clique dessus, et remarquez, faire coller, vérifie, applique, hop. Ça marche? Le résultat, ici, alors, est-ce qu'il y a un si ou un si non? Non, parce que l'affichage du résultat, il va vous afficher de toute façon 0 résultat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conditionnel. Il fait un count et il vous sort le résultat du travail. Alors, je vais quand même récupérer le format de celui-là et l'appliquer à celui-là. Très bien. Et je vais agrandir tout ça, le mettre en forme. Voilà. Très bien. Alors, il ne faut pas que ça soit trop serré. Oh oh. Je suis en train de faire des bêtises. Alors là, je vérifie. J'ai eu un petit problème, ça a bugué. J'ai repris le diagramme pour continuer. Je vérifie la disponibilité du vol. Voilà, pour que ça ne dérange pas. J'enregistre quand même, on ne sait jamais. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai vérifié la disponibilité et affiche les options des sièges disponibles. Je prends celle-là et je vais la mettre comme étant un message de retour. Je reprends ça et je le mets comme ça. Voilà, j'applique, je lui donne un numéro, c'est le numéro quoi? 7. C'est le numéro 7 et je l'applique. Je vais enregistrer quand même et je vais prendre, je récupère le format de celui-là, récupérer le format et ici je mettrai appliquer le format. Bien. Après,
qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que le client sélectionne un siège parmi les options proposées. Moi, je prends, sélectionne un siège. Le client, il sélectionne le siège et il envoie son choix. C'est à l'intérieur de ce message-là que je vais mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné un siège. Voilà, je récupère le format. Moi, je fais exprès de répéter ça pour que vous puissiez mémoriser. Applique le format. Et je lui donne un numéro. On est le numéro 8. Je mets 8 ici. Et j'applique. Après, j'enregistre, on ne sait jamais. Le système de réservation demande au client de confirmer la réservation en affichant un récapitulatif des informations du vol. Alors, demande confirmation de la réservation. Je vais la mettre, demande plutôt, voilà ce que je vais faire. Je fais affiche. Je vais mettre comme ça, regardez. Je vais mettre, ça c'est le système. Qu'est-ce qu'il me dit là, le système? Hop. Et je mettrai affiche ça. Affiche le récapitulatif des informations du vol et du siège. J'applique. Regardez. Je la mettrai en numéro 9. Numéro 9. D'accord. Et je vais mettre un deuxième message, normal aussi, ici, qui va lui demander de quoi? Je suis en train de faire là. Qui va lui demander de demande de confirmation de la réservation. Ici, je vais mettre demande de confirmation de la réservation. Voilà. Je lui donne un numéro, regardez, 10. Alors pour dire que ce qui va suivre, alors je vais récupérer le format quand même et je vais l'appliquer ici et l'appliquer là. Et après, qu'est-ce que je vais lui dire? Tout ce qui va suivre, il va suivre cette information, ce message-là. Ça veut dire que je vais mettre, regardez, capitulatif. Le client confirme la réservation en cliquant sur cliquant réservation. Moi, je peux prendre tout ça, hein, si je veux spécifier tout ça. Sauf que au niveau du numéro, regardez, je vais prendre un message et au niveau du numéro, lorsque celui-là, il va répondre à ce message-là. Ça marche? Et comment je ferai ça? C'est à moi de voir. Je fais 10-A par exemple. Et ici, pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour dire que ce message-là, il vient de celui-là. Il vient en réponse à celui-là, et non pas en réponse à celui-là. Ça va? Je peux mettre 10 slash, je le nomme comme je veux, hein, slash 1, et je continue. Je peux faire ce que je veux dans ma numérotation, mais il faut que ça soit clair que celui-là, c'est en réponse
à celui-là. Alors le slash, moi je n'aime pas trop, je vais mettre tirer 1. Je continue. Je fais, je crois que j'ai déjà récupéré, appliqué le format. Après, qu'est-ce que je vais dire? Le système de réservation enregistre la réservation dans sa base de données. Est-ce que c'est un message? C'est quel type de message ici? C'est un message récursif. Le système de réservation enregistre la réservation, enregistre la réservation et puis envoie la confirmation à la réservation la confirmation de la réservation par email, contenant les détails du vol. Alors ça, c'est un message de quel type? C'est un message récursif. Il se fait au niveau du système lui-même. Alors, je vais enregistrer et je prends. Je peux mettre, par exemple, regardez, comme celui-là. Regardez, c'est un message d'appel récursif. Comme ça. Je peux utiliser ce type de message. Ce type de message, je peux l'utiliser pour dire. En général, ici, on l'utilise pour les conditionnels. Pour dire, si j'ai cette sortie-là, c'est le si non, c'est le si. Moi, j'ai pas de conditionnel. Mais je vais essayer de le dire. Regardez, ici, je vais mettre enregistre la réservation dans la base de données. Je suis en train de provoquer ça. Je double-clique, je clique et je fais 10-2. C'est ça? 10-2. J'ai appliqué, je l'ai écrit ici. Je vais lui appliquer le format. Appliquer le format. Il est grand. Regardez. Là. Je vais le déplacer un petit peu. Il ne veut pas. Je le déplace quand même. Ah, il ne veut pas. Je le prends. Je le mets ici. Je vais enregistrer quand même par peur que ça bug. Je vais essayer de le faire descendre. Ça ne veut pas descendre. Il est là. Voilà, il ne veut rien faire. Bon. Maintenant, je vais lui dire, je vais mettre un garde ici. Un garde, j'ai pas de garde. Alors je vais mettre du texte. Je vais prendre une zone de texte et je vais faire la chose suivante. Regardez cette zone de texte. Je vais mettre entre deux crochets si oui, ou là si données enregistrées. Je mets la condition que je veux. Je fais OK. Je vais appliquer le format. Il n'y a pas de format à appliquer. Je vais agrandir. Non. Je vais aller sur format. Voilà. Et je vais lui dire pour la police, tu la mets sur 14 et tu la mets gras. Voilà. Style de trait, taille, alignement, forme, personnalisé, ombre, remplissage. C'est bon. Si oui, d'accord, zone de texte. Si tout va bien, je vais sortir de là. Ça, c'est pour le oui. Pour le non, je vais voir. Pour le oui, je vais prendre un message. Un message de retour ici. Et je le mets. Ah, il ne veut pas.
Non, il veut pas. Ok. Je m'arrange comme je peux. Je mets si oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Si ça marche, on voit un email de confirmation au client. J'écris quand même ça et je la nomme, c'est 10 2 A. 10 2 A. Je fais 10 2 A. Et pour le sinon, je vais prendre le format ici. Allez, lâche. J'enregistre quand même. Je n'ai pas envie de perdre mon récupérer le format. Ici, j'applique le format. Voilà. Je lui dis, si c'est oui, tu me fais ça. Si c'est non, est-ce qu'il y a un branchement conditionnel ici? Appel de procédure, appel réflexif, message de retour réflexif, lien de traçabilité, Eclipse et tout ce qui reste. Bon, je dois me débrouiller. Ici, je vais faire un peu d'effort réflexif, CTRL C, CTRL V, et je n'ai pas vraiment le choix. Alors, tu descends ou non? Voilà. Vous savez que le diagramme de séquence, il n'est pas très fort pour les conditionnels. Alors, lorsqu'on verra le diagramme d'activité, le diagramme d'activité permet de faire des bifurcations par rapport au conditionnel. Il explique mieux les conditionnels, c'est pour cela qu'on utilise le diagramme de séquence qui est dans temporaire et le diagramme de, ça c'est ONI, hein, c'est une marque de détergent. Allez, sinon je mets un deuxième message. Moi j'ai rajouté des choses, hein, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire ça. Alors je vais mettre redirection, direction par exemple, page, erreur. Je juge que je vais me comporter comme ça. Ça marche. Mais dans la nomenclature, c'est du 1, 2, B. C'est du 10, 2, B. 10, 2, B. Il faut savoir que, bon, ici, le processus, ça se termine ici. Mais il y a des cas où ça ne se termine pas là. Il y a d'autres messages qui vont venir. Et je saurai, celui-là, il vient de là, c'est un premier cas. Et celui-là, quand je fais 10.2, il est référencé à 10.2 ici. Mais c'est le cas A et c'est le cas B. Et après, il y a des messages qui vont venir ici à partir de celui-là. Ça va être 10.2A1, 10.2A2, 10.2. Et ceux qui viennent du B. Parce que je ne peux pas faire autrement puisque je suis dans le temporel. Et dans le temporel, je fais de haut en bas. Qui s'exécute en premier et en deuxième. Et lorsque j'ai un branchement de conditionnel, je ne sais pas comment le faire au niveau ADAC. Alors la seule solution, c'est de leur donner des numéros significatifs que je saurai lire après et que je sache quel message il vient de quel message d'origine. Clair? Je prends celui-là et je fais récupérer le format et je prends celui-là et j'applique le format. Je suppose que j'ai terminé mon diagramme de séquence. Très bien.
Je vais fermer cette boîte à outils, je vais enregistrer, mais moi, je suis en train de rédiger un rapport. Dans mon cas, par exemple, je vais faire la solution dans mon document d'exercice. Mais la réalité, c'est qu'on fait des rapports de spécification fonctionnelle et des rapports de spécification technique ou des cahiers de spécification technique dans lesquels on explique tout le cahier de charge que nous a fourni et sous forme de diagrammes, que ce soit des diagrammes de cas d'utilisation, des diagrammes de séquence, d'activité ou des diagrammes de classe. Tout le travail qu'on fait de conceptualisation, de modélisation, on le fournit sous un seul document qui explique tous les process. Comme ça, les développeurs, soit les clients, on valide avec eux ce qu'on est en train de faire, soit les développeurs, ils ont un document de base sur lequel ils peuvent se référencer sans vous poser beaucoup de questions, vous qui êtes le concepteur. Deuxième chose, nous, ici, on est dans un exercice, mais dans la réalité, on est devant le client et ces diagrammes, ils servent à valider le déroulement de l'information, soit avec le SI du client, soit avec une équipe, une équipe Scrum dans laquelle vous travaillez avec vos développeurs. Là où vous commencez à vous poser les bonnes questions, c'est des questions qu'on ne se pose pas au moment de la rédaction peut-être du cahier de charge, mais lorsqu'on est dans le détail, qu'est-ce qu'on va y faire ici? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas autre, ce qu'on peut faire, c'est là où on a des questions. Soit on trouve les réponses en interne avec l'équipe développement, soit on fait référence au client, au product owner, celui qui a fait le cahier de charge, ou celui du métier grâce à des interviews, pour que je puisse avoir les réponses. L'essentiel, c'est que tous les cas possibles, on les décrit ici, et on a les réponses à toutes les situations. Comme ça, on éclaircit le cahier de charge. Et ça se fait dans des réunions de cadrage, des ateliers, pour lesquels on se dit, c'est bon, c'est comme ça que ça va être, c'est bon, c'est comme ça que ça va être. Comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de retours et de redéveloppement. Alors moi, j'ai créé mon diagramme de séquence sur Power Designer. Regardez, je vais générer un rapport. Vous voyez, vous cliquez sur rapport. Bon, moi je fais assistant rapport. Vous faites ce que vous voulez. Là, il bug aussi. Alors là, il vient de me dire sélectionner un rapport. Je lui dis un HTML. Là, il me crée des pages HTML. Je lui dis un RTF. Publier le rapport à date, soit local où je vais imprimer. Moi, je veux générer un rapport RTF. Je fais suivant. Et je fais que le diagramme. Je fais suivant. Suivant. Et je fais terminer. Là, il me génère un fichier .rtf. Vous savez ce que c'est qu'un fichier .rtf? C'est un fichier que je peux ouvrir dans Word et que je peux ouvrir dans Open Office, qui est l'équivalent de Office, mais en open source. Bon, je vais le mettre dans le bureau parce que ce qui m'intéresse ici, c'est pas le RTF, c'est pas le document qui vient de me générer. Alors je reprends. Je vais ouvrir ce document-là. J'ai pas lu le message. Est-ce qu'il m'a demandé de générer un rapport? Il est là. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Il vient de me créer une page d'accueil, un menu et tout ça. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que il génère ce diagramme-là sous forme d'image que je peux toujours prendre. Et pour moi, par exemple, je vais la mettre en tant que solution pour mon exercice. Ici, voilà, voilà. Et je la mets ici. Je l'agrandis comme je peux pour que je puisse l'imprimer. Et j'ai mon diagramme de séquence ici. Comme solution de mon exercice. Et dans la réalité, on le met dans le cahier des spécifications techniques. Parce qu'on ne fournit pas, bon, les diagrammes, on les garde. Si je veux les modifier, ainsi de suite, sur Power Designer, en général, on génère un rapport. Et
qu'on donne aux développeurs et qu'on donne aux clients. Ça marche? Voilà.